De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir nous allons parler des violences faites aux femmes. Et à cet effet, je reçois deux membres du CIPA, deux membres féminins du CIPA, à savoir Patricia Châtenay-Rivaudet et Clara Palmiste, qui est responsable de la commission féminisme, égalité, hommes-femmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc on a fait un petit état des lieux justement sur les chiffres des violences faites aux femmes qui sont en augmentation. Est-ce un phénomène, bon, on sait que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais est-ce qu'on a des pistes pour savoir déjà pourquoi ça s'amplifie et pourquoi déjà le CIPA a une section carrément qui est dédiée à l'égalité homme-femme? On n'avance vraiment pas sur la question en fait. Alors, vous avez là en fait deux questions. Je vais répondre à la deuxième, puisqu'en fait, ce qui explique ma présence ici. Je suis effectivement responsable de la commission féminisme, égalité, femmes-hommes au niveau du CIPA. C'est une commission qui vient de se créer, donc nous avons donc des projets de manifestation, mais surtout qu'au niveau des membres du CIPA, mais également de la population guadeloupéenne, qu'on mette cette question de l'égalité femmes-hommes au centre des débats. Alors, pourquoi cette commission? Parce qu'effectivement, on se rend compte que à beaucoup de niveaux, au niveau social, économique, politique, malgré par exemple la loi sur la parité en 2000, la situation des femmes n'a guère changé et c'est toujours encore difficile pour une femme de pouvoir, par exemple, se lancer en politique ou avoir des responsabilités importantes. Alors, donc c'est pour nous un premier coup d'essai, c'est-à-dire une mobilisation autour des violences envers les femmes, contre les femmes. Et malheureusement, à cause de la crise sanitaire, il était impossible de faire une manifestation publique. Donc nous avons bien entendu choisi un format un peu plus réduit, c'est-à-dire une mobilisation en ligne à travers la page Facebook du CIPA. Mais nous comptons mobiliser non seulement nos adhérents, mais également la population guadeloupéenne, se mobiliser donc contre le sexisme et les violences envers les femmes. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs organisations, que ce soit des associations féministes, d'autres associations ou des institutions qui ont aussi le même objectif. Mais cette lutte pour l'élimination des violences envers les femmes, elle ne peut pas se faire seulement du point de vue institutionnel ou du point de vue politique. Elle doit également, vous voyez, c'est un peu le schéma de la politique vers le haut qui descend. Donc on veut que ce soit aussi les citoyens à s'engager, à s'impliquer dans cette lutte contre les violences. Mais c'est aussi révélateur d'une maladie de notre société. Alors oui, on peut parler effectivement d'une maladie. Le problème ne date pas de maintenant. On a une longue tradition et ça, ce serait trop long à expliquer, que c'est toute une série de constructions du masculin et du féminin, toute une question de savoir quelle est la place des femmes et des hommes dans la société. Et on sait que les femmes, leur place ont été un peu plus tirées vers le foyer. Donc ce qui a porté préjudice en fait à leur à l'exercice en fait de leurs droits, surtout dans le domaine public. Donc il y a une bataille effectivement, il y a une vraie question et même si cette question de la violence, on en parle au niveau international, au niveau national, aux Antilles, cette violence a quand même des spécificités. Ces violences envers les femmes ont des spécificités. Lesquelles par exemple ? Alors, par exemple, on sait très bien qu'il y a des facteurs aggravants de ces violences et ça, c'est une enquête qui s'appelle l'enquête Virage, qui a été publiée en 2019 et qui a montré qu'effectivement, le fait que les femmes soient jeunes, donc l'âge, il y a aussi le fait qu'elles se trouvent dans des situations de monoparentalité. Il y a aussi la question du pluripartenariat masculin. Le pluripartenariat masculin. Le pluripartenariat masculin, c'est-à-dire le fait que les hommes et plusieurs femmes sont des facteurs aggravants de cette violence. Donc pour régler un peu toutes les femmes. Non, c'est-à-dire que bien sûr un homme qui a une femme qui il faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre et ça crée des tensions au niveau des couples. Et ces tensions aboutissent des fois à des situations de violence qui peuvent aller très loin. D'accord. Voilà. Donc ce sont des facteurs qu'on trouve un peu moins ailleurs. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple la situation de monoparentalité,
sur le territoire national, aux Antilles, le pourcentage est beaucoup plus important. Donc ça met les femmes aussi dans une situation de précarité, et cette précarité les fragilise et les met un peu plus, et les expose un peu plus à la violence. D'accord. Alors, cette même enquête Virage a montré effectivement, par exemple, qu'une femme sur 10 est victime de violence, a été victime de violence dans l'espace public. Une femme sur 4 a déclaré avoir été victime de harcèlement au travail, et une femme sur 5 est concernée aussi par des violences conjugales. Et ça, ce sont les chiffres de 2018-2019. Et on sait qu'avec le confinement, c'est aggravé. Voilà, les choses se sont aggravées. Les appels au numéro 3919, les appels ont augmenté de plus de 20%. Donc la situation est effectivement grave, et on ne peut pas laisser cette question qui est maintenant non seulement de santé, c'est une problématique de santé publique, c'est une problématique sociétale. On ne peut pas laisser seulement cette question de se dire que bon, non, ça ne me concerne pas. Voilà, on est tous concernés par cette violence. Bon, là, on se cible en général toujours plus sur les femmes, parce que ça devient assez récurrent, visiblement. Les chiffres s'aggravent. J'ai regardé un peu les datas. Quasiment toutes les données sont à la hausse pour cette année. Donc, confinement, plus on reste ensemble, plus on a envie de se taper dessus. Et c'est pire que ça. C'est que les victimes qui n'ont peut-être pas porté plainte et qui vivent sous le même toit que l'agresseur, la situation de confinement va les mettre, va exacerber ces violences et ces malaises. C'est comme si vous mettez deux personnes antagonistes dans le même espace. Alors, sans le confinement, les gens sortent, donc vous avez des échappatoires. Voilà, des échappatoires, une bouffée d'air parce que vous allez travailler, ou parce que vous êtes, que sais-je moi, que vous avez une activité. Le confinement, avec ses spécificités, a fait que, et je crois que c'est pour ça. Et puis particulièrement, c'est qu'il faut penser aussi à la protection des enfants, des adolescents. Ils se retrouvent entre vous savez, si vous êtes dans un T3 ou un T2, que vous êtes 6 ou 5 dans un T3, T2, ce qui est aussi le quotidien de beaucoup de familles en Guadeloupe, qui vivent à 5, 6, des fois avec des grands-parents, et que vous êtes confrontés à cette promiscuité et à cet ennui, parce que l'ennui et l'inactivité est un facteur de violence. C'est-à-dire que tout le monde est ensemble, donc les enfants, les jeunes enfants n'ont pas d'activité, donc automatiquement ils sont beaucoup plus bruyants, ils sont beaucoup plus énervés, et parallèlement l'énervement vient aussi du fait qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir leur apporter ce que l'école, ce que l'éducation extérieure leur apporte. Ça, c'est une chose. Et le plus souvent, il ne faut pas généraliser, parce que tous les hommes ne sont pas comme ça, et il ne faut pas généraliser. Il faut vraiment dire que certains hommes sont comme ça, et qui, en fait, vous savez, qu'ils soient là le week-end ou qu'ils soient là la semaine, va voir ta maman. Va voir ta maman, demande à ta maman, dis à ta maman de faire ça. Pour une catégorie d'hommes. Pour une catégorie d'hommes. On va bien séparer, parce que ça, sont race à homme. Oui, mais pour une catégorie d'hommes, mais attends, le profil de l'homme, si tu regardes toutes les études et tout, le profil de l'homme n'est peut-être pas le profil que tout le monde a à la tête. C'est comme aussi pour ces violences-là, où on dit que les violences intrafamiliales, c'est plutôt des personnes en précarité. Ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, effectivement, des familles qui vivent dans des petits appartements qui, ce qu'on dit entre guillemets, socialement sont beaucoup plus fragiles. C'est vrai que ces familles-là sont 2 fois plus touchées. Mais il existe aussi dans la violence. La tous violence les milieux. Partout. Tous les milieux sont concernés. Moi, j'ai été pendant 12 ans déléguée syndicale. Et donc, j'entendais tous les discours. Mais tous les discours, et des discours qui existaient aussi chez des femmes cadres, et même cadres de direction, qui vivaient des choses terribles. Certaines personnes tombent dans ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain chez certaines femmes, parce que quand il faut assurer devant un chef de service ou un directeur, alors que la nuit, tu as été battu la nuit parce que tout simplement tu refusais un rapport sexuel dans des conditions de violence, parce que
il n'y a pas de longtemps que légalement on reconnaît le viol entre hommes et, mari et femmes. Mais il y a des femmes qui étaient violées par leur mari simplement parce que voilà. Et tout à l'heure on parlait de quelque chose multipartenarial. Mais il y a l'homme, madame, qui vit bien qui ça. Le ministère a sorti, il rentre à des aides matin chez la femme mariée et qui arrivait et la femme elle disait mais c'est là ça on va rentrer machin boum boum boum. Pas posant question, on rentrait à 15 ans moins. Et qui prenait tous les coups et tout ça, et qui se retrouvait des fois bras cassés, jambes cassées. Il ne fallait rien dire. C'est le vécu de beaucoup de personnes. Et on a fait un micro-trottoir, justement, tu en parles, voilà. On a fait un micro-trottoir aujourd'hui. J'étais surpris de voir que la quasi-totalité des femmes, en fait, avaient une expérience de ce type-là. Voilà. Mais la quasi-totalité, vraiment. Et contrairement à ce qu'on puisse penser, même l'éducation ne protège pas tellement. Est-ce que l'éducation ne favorise pas? Est-ce que c'est pas une tradition justement ces violences? Il faudrait poser la question à un psychiatre. Enfin, quand on échange avec des psychiatres sur différents points, la protection de l'enfance, la violence, les violences psychiques, le mépris et tout ça, les violences aussi de genre. Les violences de classe sociale, les violences professionnelles, qui ne sont pas forcément des violences qui blessent le corps, mais qui tuent blessent l'esprit, par contre. Et qui tuent l'âme et qui détruit quelqu'un, qui se désagrège petit à petit parce que la personne perd son estime. Et ça, c'est homme ou femme. Mais les femmes, c'est pire parce que souvent, ça peut être lié à une proposition indécente ou à un chantage sexuel ou à un chantage de proposition de promotion. Souvent on a dit oui ça un tel c'est pour la promotion canapé et tout. Certaines fois des femmes n'étaient pas promotion canapé, elles étaient peut-être allées dîner ou quelque chose parce qu'il y avait un marchandage qui se faisait et tout ça fait partie des violences. Et chez nous ça existe tellement bien que pour certaines femmes qui se présentent à des postes de responsabilité, je peux en parler sans aucun problème. Sans aucun problème, on est confronté à une forme de violence qui est la violence du genre et du comment dire, moi je les appelle les barons, de ces grands directeurs, de ces grandes personnes qui sélectionnent sur le marché local du travail et qui, quelque part, vous mettent dans une situation de chantage que beaucoup de femmes en Guadeloupe vivent. Et elles n'osent pas en parler parce que quand tu es cadre, quand tu es directeur là, tu ne vas pas en parler parce que si tu en parles, on te jette en pâture aux réseaux sociaux, quoi que ce soit, et puis tu ne vas pas attaquer monsieur un tel qui est directeur général, le politique en question qui, quand il te donne la main, il te gratte la main, ou quelqu'un qui te dit bonjour, j'aimerais vous rencontrer. Donc quand on est une femme, tout ça, ça existe. Arrivé à un certain niveau, on peut dire qu'on l'a barré. À moins effectivement rentrer dans d'autres considérations. C'est pas général. C'est pas général, mais ça aussi, ça existe. Oui. Et c'est un fléau. C'est un fléau. C'est le même fléau aussi qui touche les stagiaires. Oui. Et moi, j'ai des stagiaires, j'ai eu des stagiaires, des jeunes femmes qui étaient en BTS ou des trucs comme ça et qui se retrouvaient des fois en situation de stage où quand il faut lire ou valider un stage ou quoi que ce soit, on leur dit de rester jusqu'à 18h30. Oui, les patrons et les chefs de service pervers. Mais pas tous. Oui, pas tous, mais c'est un phénomène qui existe. Mais c'est un phénomène qui existe partout. Et puis il existe aussi chez les femmes. Les femmes font exactement la même chose. Mais les femmes font pareil, j'allais venir. Entre femmes, c'est... Ou des femmes envers les hommes, puisqu'il y a des femmes aussi qui exercent ces pressions-là. Mais je vais relativiser parce que oui, bien sûr. On a quand même des chiffres, parce qu'après, le risque, c'est que les gens parlent peut-être d'expériences vécues, et ça c'est très légitime. Mais quand on prend les enquêtes permettent de voir en fait le phénomène dans toute sa globalité. Et les chiffres sont clairs. Il y a pas une femme sur qui parlent. Voilà, il y a beaucoup de témoignages manquants. Beaucoup de personnes qui ne disent rien. Je pense. Mais les données sont claires. Une femme active sur 4 a déclaré avoir subi des violences au travail. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est déjà énorme pour ce qui est visible. Donc, voilà. 1 sur 4, c'est la partie visible. Voilà. Au-delà des cas dont Patricia a parlé, c'est-à-dire de personnes, de femmes qui ne peuvent pas gravir les échelons. Le plafond de verre. Voilà, il y a ce fameux plafond de verre parce que on va. Ou gravir les échelons, mais pas que par les compétences. Voilà. Il faut d'autres. Oui, il y aura peut-être qu'on va les obliger
À marchander justement leur progression. À accepter, si tu n'acceptes pas, accepter des situations qui sont... Il n'y a pas d'évolution. Oui. Alors je reviendrai aussi sur un point dont Patricia a abordé, c'est la question des enfants qui sont souvent spectateurs, qui sont témoins de ces violences et c'est très dur parce que comment l'enfant se construit après avoir vu quel est le schéma qu'il a quand il voit son père ou le conjoint de sa mère battre celle-ci. Donc je pense que c'est dramatique parce que dans ces situations, généralement, l'agresseur ne pense pas aux enfants qui sont là et qui sont témoins. Parce que des fois, c'est des ne pense pas à grand-chose. Oui, mais certaines fois, il le fait aussi pour intimider oui. la mère, pour la calmer. Oui. Mais aussi, certaines fois, c'est simplement parce qu'il est dans une situation de domination et d'emprise où tout ce qui est dans la salle, et même il y a même des grands-parents qui sont battus. Enfin, je me rappelle une fois que j'avais eu un témoignage où le mari en question avait frappé la grand-mère, c'est-à-dire la maman de sa femme, je crois un garçon adolescent qui voulait défendre sa maman, et comme la grand-mère parlait, il a battu tout le monde. Et attention, parce que ces enfants-là, après, quand ils grandissent, ce n'est pas... ils peuvent reproduire le même schéma. Ils peuvent reproduire le même schéma. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est quasiment systématique. Mais quand on regarde les profils de certains hommes qui frappent ou qui sont violents, leur mère était victime. Ils ont connu un père, ou ils ont connu de la violence, ou ils ont vu des situations de violence. Et ça, quelque part, voilà. Ou alors, ça donne des gens très introvertis et qui ont une autre forme de violence. Qui emploient une autre forme de violence comme la violence introvertie, ça veut dire qu'ils retournent la violence sur eux. Certaines fois, ce sont des victimes, ce sont des personnes qui ont un profil d'addiction. Parce que s'ils ne vont pas frapper leur conjoint de quoi que ce soit, mais ils sont très enclins à être sur l'alcool ou sur quelque chose parce qu'il faut cacher, il faut faire sombrer une souffrance qu'ils n'arrivent pas à externaliser ou à dépasser. Donc effectivement, il y a les coups physiques, mais il y a toutes les répercussions aussi sur le milieu familial. On est souvent ciblé sur la responsabilité masculine. Est-ce qu'on peut dire que les femmes ont leur part de responsabilité dans cette affaire-là ou pas? Dans quelle affaire? C'est-à-dire dans les violences? Dans les violences. Et la répétition de ces violences. Voilà. Alors moi, je suis toujours très étonnée par cette question. Parce que... les hommes se la posent. Vous êtes des femmes, donc pour vous, c'est évident. Oui, voilà. Est-ce qu'on la pose, cette question? Alors, les hommes déjà devraient plus témoigner parce que effectivement, il y en a beaucoup qui sont battus, qui sont empoisonnés ou qui sont piqués il y en a beaucoup, mais qui n'iront jamais. Non, mais les hommes, déjà les femmes ne témoignent pas, il faut dire la vérité, les hommes encore moins. Vous imaginez un homme se présenter dans un commissariat, ma femme me bat. Tout à fait. Mais on a quand même des chiffres. Ça existe, mais c'est comme pour les femmes, le 1 sur 4. Je suis pas tout à fait sûr. Ce serait plutôt sur du 50% à minima de femmes qui ont été harcelées et qu'on sort dans leur milieu professionnel. Je parlerais plutôt sur du 50%. Parce qu'il y a tous les témoignages qu'on n'a pas et qui ne sortiront jamais. Il y a plein de femmes et d'hommes, mais beaucoup plus que les statistiques. Tout à fait. Et au niveau des plaintes aussi, toutes les femmes ne portent pas plainte. Et toutes les plaintes ne sont pas reçues. Et au niveau des hommes, puisqu'on parle des hommes, la question des violences envers les hommes existe. On ne peut pas nier ces violences-là. En proportion par rapport aux violences subies par les femmes, ce sont des violences qui sont moindres. Et on a les chiffres. Quand vous regardez les chiffres des homicides en France, par exemple en 2019, 146 femmes sont mortes des coups portés par leur conjoint, contre une vingtaine d'hommes. Mais on ne doit pas le minimiser pour autant. Il ne faut pas que les femmes fassent la même erreur que les hommes. Absolument pas. Je peux dire qu'il y a des cas, je crois qu'il y a plusieurs cas comme ça. Il y a des cas où il y a eu des dénonciations calomnieuses sur des hommes justement, à grande situation professionnelle. Il y a eu des cas comme ça de dénonciation parce que simplement, soit justement, c'était un refus de relation, cet homme n'a pas voulu et on a voulu lui faire payer, il devait faire payer en peine, ou alors simplement quelqu'un dont une relation est terminée et qui peut
justement, dans une situation et un comportement de revanche, inventer des histoires. Il y a eu des statistiques sur ça. Et donc, effectivement, mais ça reste quand même des cas isolés. Voilà. Mais pourquoi vous voulez absolument les passer dans la catégorie cas isolés? Alors, cas isolés, on vous dirait la même chose pour les femmes, vous ne seriez pas d'accord. Non, quand je dis cas isolés, qu'on s'entende bien, il s'agit en proportion. Oui, bien sûr. Une proportion membre. Le comparatif me dérange. Non, mais moi, en fait, le comparatif me dérange. Là, c'est même pas aucune violence n'est acceptable. Aucune violence. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais il n'y a pas besoin de comparatif, de dire que les hommes, c'est moindre comparativement. Mais c'est vous qui avez dit, que vous avez posé la question. La problématique des hommes. Oui. Alors, je vais vous dire la même chose. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi, dans beaucoup de cas, on a l'impression que la parole des femmes, elle est mise en doute. Alors que, je vous donne un cas très simple. Quand il y a un homicide ou un meurtre, est-ce qu'on va demander, ou non, même, on va pas aller jusqu'à cet extrême, quand il y a par exemple un délit, par exemple, qui, pas forcément de violence, mais où il y a 2 personnes, est-ce qu'on demande à la victime de se justifier? Généralement, non. Dans le cas des violences envers les femmes, ça devient pratiquement systématique qu'on ait en fait cette envie de dire oui, mais de justifier, alors de demander à la victime de se justifier pour qu'elle dise oui, mais peut-être qu'elle a fait quelque chose pour mériter cette violence. Et ça devient insupportable. Et ce n'est pas possible. On a eu des dénonciations calomnieuses aussi. Oui, mais on doit s'assurer des témoignages. Oui, mais les dénonciations les statistiques sont faibles. Voilà, sont très faibles. Les statistiques sont faibles. Ah oui. Et puis, rappelle-toi d'une chose. On a beaucoup entendu ça. On a beaucoup entendu des jugements de certaines femmes envers d'autres femmes en disant ah ouais, mais il cherchait. Et quelqu'un mettait en linge serré comme ça, quelqu'un mettait en... Oui. Voilà, et tout était à aider. Et des fois, je veux dire, c'est pas forcément vrai. Clairement. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des jalousies impossibles entre personnes, entre femmes, entre personnes, et qui fait que dès que peut-être une femme dit quelque chose qui se passe, surtout sur le milieu professionnel, c'est un cadre, elle parle avec lui. Donc, je veux dire, c'est tellement délicat, mais c'est tellement existant qu'il faut qu'on arrête de se fermer, de fermer la fenêtre et d'ouvrir un petit peu cette fenêtre. Aucune violence n'est acceptable, ni pour les hommes, ni pour les femmes, mais il s'avère, et les statistiques, les études, tout le monde, que en fait, une femme meurt tous les 4 jours, c'est ça, en France. Et en fait, en France, je ne sais pas si les statistiques de Guadeloupe sont dedans, mais on a connu des choses pas possibles. Il y a une femme qui a été décapitée, enfin, il n'y a pas longtemps encore, il y a une femme qui a été tuée, c'est sa fille qui l'a trouvée ensanglantée dans l'appartement. Ou brûlée. Voilà, et quand on voit ça, et ça existe aussi dans les jeunes générations. Ah non, mais donc, clairement, ça se reproduit. Et c'est là que c'est alarmant, parce que nous, le café chez nous, d'accord. Et l'éducatif est quelque chose de prioritaire dans une société. Et je ne parle pas que d'éducatif scolaire ou universitaire, mais l'éducatif intrafamilial est capital. Et il forme les êtres. Et si tu as une mission, justement, d'élever ton fils ou ta fille, cette mission, elle doit être dans la sérénité et dans l'amour entre les 2 personnes qui ont le rôle, mais qui ont surtout l'obligation d'élever et de faire grandir mentalement, physiquement et sainement des personnes. Donc ça, c'est capital. Ouais. C'est ça qu'il faut protéger ça. Parce que à partir du moment où ceci est sans cesse en dérive, moi j'entendais ce matin qu'il y a quelqu'un qui disait sur une radio que dans sa commune, ou au bourg, je ne sais plus de quelle commune, il y a des enfants qui sortent dehors à 23h, 22h, qui jouent dehors à 23h, 22h en semaine. Mais moi, je me pose des questions, effectivement, sur les parents. Est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce que les enfants ont sauté la fenêtre? Enfin, quel que soit le cas de figure, dans une famille où les règles sont bien claires, aucun mineur ne peut être dehors à 23h dans la rue à jouer avec quiconque. Ça, c'est quelque chose. Et 2, si vous êtes voisin, alors il faut faire attention parce qu'il y a ces histoires de délation. C'est comme les gens qui me disent « En pas mêler moins, en temps de te cafouter ». Ce que je te dis là, je l'ai entendu. En temps de te cafouter, ils ne m'ont pas mêlé moins. Et en fait, il y avait des voisins qui entendaient qu'on frappait quelqu'un, mais personne n'a appelé. Et le gars, il a massacré la dame, elle n'en est pas morte. Mais voilà. À
quel moment on a une réflexion citoyenne sur ce qu'on est et sur ce qu'on voit? Quand on voit qu'on frappe un enfant, qu'on frappe ou qu'on entend une femme crier, hurler, forcément c'est pas normal, d'accord? Quand on voit qu'il y a des enfants, mais souvent on te dit bon, tu te mêles des affaires qui ne te regardent pas, ça peut te retomber dessus. Ça c'est porter secours à une personne qui est en danger. La personne en danger, a priori, c'est pénal. Hein? A priori, mais on dit bien pour les histoires de couple, c'est délicat. Après, tu vois un mari qui bat sa femme, bon, il n'y a pas de question à se poser. Évidemment. Mais parfois, dans les relations de couple, comme ça peut être houleux, il y en a qui ne veulent pas forcément peut-être intervenir pour ne pas être traité du maco de service qui surveille les affaires des gens, vous voyez. Donc, certaines personnes, certains a priori par rapport à ça. Tout le monde n'a peut-être pas la fibre super-héros. Ah, j'entends un cri, boum. Est-ce qu'un couple, ça hurle la nuit? Enfin, peut-être. Ça peut arriver. Je sais. Pas sur ce cadre-là, mais ça peut arriver. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on sait comprendre différemment. Mais je veux dire, quand tu... Non, un cri de femme qui dit « Arrête de me frapper » ou « Je ne peux plus » ou quoi que ce soit, on fait la différence avec d'autres choses. Et il faut réagir. Il faut appeler, même si, ou pas qu'elle frappe les potes là, on va crier le 17 ou quoi crier la gendarmerie. Histoire qu'il y ait une petite constatation. Il y a quelque chose qui se passe dans cet immeuble, j'appelle cet immeuble et voilà, et qu'on vienne voir. Tout à fait. Ok, ce n'est pas être trop intrusif dans la vie d'autrui, il faut savoir jauger les situations a priori. Ce serait ça. Ou quoi changer le télévé à donner la cour. Donc, mais justement, la mentalité était différente. C'est tout le monde veille sur tout le monde. Moi, lever ça faut soit tenir des mouna d'un côté et tenir mes tantes, les voisines, les tels. Si tu es un bitin, il y a nous t'es fait quoi que ce soit, tout. Mais on vivait en communauté. Ça t'est carré. Et d'ailleurs, si moi tel t'es du habitant, pas un monde peut dire moi tel il pas tenir raison. Parce que moi tel il y a un droit de maternité même sous parti mounay que faut autant. Maintenant, enfin, on ne faut pas dire ça, mais maintenant, il y a des parents qui vont et frappent les enseignants en plein cours. C'est vrai. Alors, moi, je vais revenir sur la question, pour rebondir sur ce que Patricia vient de dire, la question de l'éducation, mais l'éducation dans la déconstruction. L'éducation dans la déconstruction, gardez le propos. Oui. On va marquer une petite page de publicité et on revient avec vous tout de suite. De retour sur le plateau, nous sommes toujours en présence de nos deux membres du CIPA, à savoir Patricia Châtenay-Rivaudet et Clara Palmiste. Et nous a rejoint sur le plateau Zébris Telem. Bonsoir Zébris. Bonsoir à tous. Il manquait des hommes. Maintenant, on est 2 contre 2. Enfin, non. 2 hommes, 2 femmes. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Mais là, il y a de l'amour, de la discussion, du dialogue. Communication. Contre les violences. Les violences. Surtout on est d'accord. On est d'accord. Parce que la société, le monde ne peut pas vivre et progresser s'il n'y a pas d'amour entre ces deux genres. On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je voulais en profiter. Tout à l'heure, tu parlais des femmes qui essaient de monter en compétence et qui sont freinées dans leur ballon à cause du comportement de certains hommes. Et je le répète encore ce soir, je ne sais pas ce que Zébris en pense, mais je l'avais déjà dit il y a plusieurs années, et je pense réellement qu'il est peut-être temps que les femmes prennent le lead. Et que vous soyez plus mis en avant justement en termes politiques, qu'on devrait avoir des présidentes, plus de présidentes femmes, plus de directrices femmes, et que nous les hommes on devrait passer en mode repos. Et qui c'est qui vote les lois dans l'Assemblée nationale? Mais vous n'êtes pas encore assez représentés justement à l'Assemblée. Les lois, les conseils d'administration en général, quel est le pourcentage? Les femmes sont toujours sous-représentées. Tout à fait. Et malgré la loi sur la parité, malgré la loi, vous êtes moins payés et sous-représentés. Les lois sont faites par ceux qui les votent. Donc par les hommes. Et si tu regardes le rapport, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à 50-50 dans aucune des deux. Mais on dit que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Pourquoi vous ne prenez pas le pouvoir? Est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir? Il faut tout simplement, à un moment donné, peut-être parce que je suis une poète, donc j'ai tendance à penser que les choses vont se faire assez facilement, mais je veux dire, est-ce qu'il faudrait se prendre le pouvoir d'une façon? Il faudrait conquérir le pouvoir. Et il faut aussi persuader les autres que pour lequel tu te bats, pour lequel Clara, Zébris, toi, on se bat en tant que citoyen, en tant que père et mère, en tant que justement personne qui avons des enfants à faire progresser pour eux-mêmes porter la Guadeloupe, que ça soit tout simplement compris de tout le monde. Moi, je veux dire, je ne vois pas pour quelle raison. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui débattent de choses très importantes, mais qui se détestent.
ou qui s'enveniment. Regarde ce qui se passe pour l'eau. D'accord? Mais on rigole. Le problème de l'eau, c'est une violence. Ah, mais moi, c'est arrivé aux jeunes, hein, parce que ce dossier-là, ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui se détestent et qui ne s'entendent pas. Mais c'est une grande violence. C'est une violence faite aux femmes, aux familles, aux enfants. À tout le monde. À tout le monde. Mais il n'y a pas plus grande violence et plus grande injustice que l'eau. Il n'y a pas qu'à parler de chlordécone. Continuez. Non, mais c'est clair. Moi, je suis d'accord. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le terme que vous avez mis en avant la coupure pub qui a été déconstruction. L'éducation dans la déconstruction. Mais je me suis pas, j'ai pas terminé mon. Allez-y donc. Je vais aller voilà jusqu'au bout de ma pensée, parce qu'en fait, on comprend bien que il y a des mécanismes. C'est des mécanismes qui sont fortement ancrés dans l'éducation. Pendant longtemps et jusqu'à maintenant, on a tendance à confiner les femmes dans la sphère privée. Il y a énormément de stéréotypes, les fameux stéréotypes de genre. De potomitan. Ici chez nous, potomitan, mais il y a aussi le fait qu'on considère d'emblée que voilà, une fille doit être sage, elle doit être tranquille, il ne faut pas qu'elle fasse beaucoup de bruit, il faut qu'elle soit douce. Et avec ça, ça va être attaché à beaucoup de situations. On va peut-être l'orienter vers des métiers du care, l'éducation, voilà. On va ensuite éduquer les garçons d'une autre façon. On va considérer qu'ils doivent être forts, violents, virils. Et puis après, on s'étonne que les hommes ne soient pas plus paternels. Mais comment ils peuvent l'être si dans toute leur éducation, on leur a dit d'être forts, de ne pas pleurer? Après, c'est une question de choix. Parce que je dis que ce n'est pas tous les hommes qui le sont comme ça. Mais je veux dire que quand vous avez une éducation majoritairement portée sur le fait qu'un homme doit se construire en disant « je suis fort, je peux avoir plusieurs femmes, je ne dois pas pleurer », parce qu'il y a encore dans certaines familles ce genre de logique. Ça peut être plus simple, si on vous laisse grandir et on te dit soit un homme. Oui, et ça se résume à une phrase, soit un homme. Voilà. Alors, après, des fois, l'éducation n'est pas portée seulement par la famille. Il faut savoir que l'éducation est portée aussi par les pères, par tout un certain nombre aussi d'institutions. L'armée, c'était aussi une des institutions qui participait à cette formation des hommes. Il n'y a plus l'armée, mais bon, il y a encore quand même un service volontaire. Donc, tout ça fait que, quand je parle de construction, donner la possibilité aux hommes et aux femmes d'être. C'est-à-dire qu'un homme peut pleurer, quoi. Il peut pleurer, ça ne fait pas de lui un être faible. Une femme peut aspirer à occuper un métier, parce qu'il y a encore des métiers qui sont réservés aux hommes. Et des métiers que les hommes ont plus de difficultés à faire parce que socialement, c'est, par exemple, alors je ne sais même pas l'équivalent de sage-femme. Un homme qui décide, par exemple, d'être sage-femme, et ben voilà, on va dans une équipe, on va le regarder. Ah oui, c'est le seul du groupe. Ben oui. Et pourquoi pas? Ben voilà, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le terme déconstruction. Parce que pour qu'on puisse comprendre pourquoi on arrive à ça, il y a un aspect aussi religieux. Tout à fait. Et dès qu'une fois que le livre qui est dit, alors qu'on comprenne bien, je respecte toutes les religions, mais il faut aller dans la racine aussi. Lorsqu'on dit dans la Bible à une femme d'être soumise, le mot soumis, normalement, il a une connotation, mais si on lui donne encore une autre connotation, soumis, donc c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de, et que c'est interprété comme ça, l'éducation qu'on a reçue, que l'homme et la femme a reçue, est partie de là. Il ne faut pas se voiler la face. Tout à fait, la religion participe aussi, je suis tout à fait d'accord. Le bleu n'est pas pour plus le garçon que pour le rose. Oui. Voilà. On est d'accord. Donc, sans vouloir vous couper, partons de ce principe maintenant, lorsqu'on arrive à là, on comprend maintenant pourquoi nous nous retrouvons dans ces schémas. Oui, l'homme ne doit pas pleurer parce qu'il est fort. Mais avant d'être un homme, d'avoir un sexe, c'est un être humain. La femme ne doit pas faire ci parce que c'est une femme, mais avant d'être une femme, c'est un être humain. Et c'est par étapes. Mais chaque civilisation a son lot d'histoire qui lui est propre, qui va faire que dans tel pays, les femmes seront voilées à tort ou à raison, on ne juge pas. Dans d'autres, elles sont dénudées à tort ou à raison, et c'est là qu'on arrive. Mais le problème, que ce soit en Allemagne, en Arabie Saoudite ou autre, on retrouve toujours le même point d'achoppement qui fait que la femme est dans un carcan et l'homme est dans un autre carcan. Donc ça veut dire que, sociétalement parlant,
on nous dit qu'il faut, naturellement parlant, on doit être ensemble, mais sociétalement parlant, tout est fait pour qu'on soit séparés. Oui, D'où le résultat de maintenant. Mais est-ce que justement, il ne nous appartient pas à nous, justement, de défier le poids sociétal? Je dis qu'on devrait repenser, il faut repenser la société et les rapports hommes-femmes dans cette société-là. Non seulement ça, mais il y a d'autres modèles sociétaux qui se sont imposés, puisqu'il y a d'autres types de familles, n'est-ce pas? Oui. Il y a des familles maintenant qui sont des familles monoparentales, il y a des familles homosexuelles, il y a des familles LGBT, il y a des familles recomposées aussi, et il y a des familles, je n'aime pas trop le mot multiracial, mais il y a des familles multiculturelles, interculturelles, et où il y a encore d'autres choses qui se posent sur le regard des autres par rapport. Moi, je sais pas, quand on regarde un petit peu, on perd son temps un petit peu sur la bonne télé, c'est-à-dire celle qui éduque, on voit des problématiques qui sont levées par des couples qui sont des couples dominos, noirs et blancs, et qui élèvent des enfants qui ont adopté des enfants soit noirs, soit des enfants blancs. Et quand on est un couple noir adoptant des enfants blancs, c'est 1 milliard de fois plus difficile et régulièrement, quand c'est aux États-Unis, régulièrement vous vous faites arrêter parce que forcément vous avez voulu un enfant, voilà. Mais dans l'autre sens aussi, vous avez aussi la pression, et voilà, on revient sur les violences. Parce qu'il y a une violence sociétale qui pressurise les personnes, et si elles ne sont pas suffisamment fortes pour contrecarrer ce type de violence-là, ça a forcément un impact sur les gens. Et un autre type de violence, parce qu'on est dans la problématique de la violence faite contre les femmes, c'est ce qu'on appelle la violence de l'apparat. La violence de l'apparat. L'apparat, comment être, comment se présenter. Il y a des personnes qui sont, pour rentrer dans un système où il faut être bien vu, où il faut bien paraître. Bon, maintenant, on sort moins. Être accepté dans le système, où il faut s'acheter tel type de vêtements, avoir tel type d'accessoires de marque et tout. Ça aussi, ce sont des violences. Le principe même d'éducation de surconsommation est une forme de violence qui frappe beaucoup plus les femmes. Et en plus, qui non seulement frappe beaucoup plus les femmes, où on pousse les femmes à être encore actrices. Regardez les voitures de luxe. Le fameux salon international des voitures, là, comment ça s'appelle, de l'automobile. Oui. Qui servait d'ornement, d'apparat aux accessoires des voitures, des femmes en soutien. Mais toujours, d'accord. Mais c'est une violence. Dès qu'on veut vendre quelque chose, on met une femme en culotte et c'est bon, on le vend. C'est une violence aussi. Moi, je pense que ça, d'une façon ou d'une autre, ça participe à ce que moi j'appellerais plutôt le contrôle du corps de la femme. C'est-à-dire, oui, c'est une violence. Excusez-moi. C'est une violence qui est acceptée par la femme. Alors, excusez-moi. Contrôle du corps de la femme et comment il y a un terme, on les oblige pas à monnayer, leur corps. Il y a un terme qui est utilisé, marchandisation. Hypersexualité aussi, parce que quand dans une publicité vous avez pour des fois un produit qui n'a rien à voir avec ni l'hygiène corporelle et quand bien même vous avez des fois une femme nue, vous vous dites mais il y a un problème, pratiquement nue, on se dit mais pourquoi on est obligé de mettre cette image pour faire vendre un produit? Parce que historiquement parlant, et c'est pour qu'on puisse comprendre le truc, c'est parce que historiquement parlant, la femme a toujours été une emblème. L'emblème, la beauté, c'est l'objet de désir. Non. L'objet de désir est venu. L'objet de désir est venu bien longtemps après. La femme à la base, si on doit prendre notre carcan africain, notre origine africaine, c'est le nom que l'homme portait, c'était le nom de sa femme. Non, c'est pas dans toutes les sociétés. Non, pas dans toutes les sociétés, mais ça existe. Vous voyez? Une fois aussi que chez nous, on a mis la femme potomita, ça veut dire qu'on lui donne toutes les responsabilités d'eux. Donc, il y a certains... Pas toutes les responsabilités. Alors, la femme potomita, on lui donne les responsabilités plutôt dans le foyer. C'est-à-dire attendez, mais nous y sommes. À la base, moi, je suis un homme. À la base, une femme ne devrait pas être un potomita. Un potomita, c'est lui qui tient toute la maison sur son dos. C'est pas possible. Naturellement, gérer les enfants, faire c'est pas possible. C'est un travail à deux, normalement. Donc voilà. Donc dans
le terme l'éducation déconstructive, il faudrait que nos femmes aussi commencent à s'éduquer et retirer des termes qui les emprisonnent, que ce soit physique ou psychologiquement parlant. Je suis tout à fait d'accord. Cette déconstruction, rappelez-vous, on l'a dit, c'est des deux côtés. Voilà, des hommes, oui, d'accord. Non, mais comme on parle des violences par rapport aux femmes, donc moi je prends vraiment l'aspect de la femme, parce que la femme est emblématique. La femme représente la vie. Tout à fait. Mais je pense, et je vous rejoins, le terme femme potomitan a longtemps été utilisé pour justement, c'est un mirage. On veut faire croire aux femmes qu'elles ont un pouvoir, mais finalement ce pouvoir, il n'est pas politique, il est plutôt dans la sphère du foyer, dans la sphère domestique. Voilà. Dans la sphère de servitude. Voilà. Et ça se résumait à ça. Dans la servitude. Je veux dire, à l'époque, non, je veux dire, toutes les personnes qui ont emmené cette expression potomitan n'étaient pas forcément... C'était pas péjoratif. À l'époque, justement, à l'époque, c'était pas ça. Au contraire, à l'époque, c'était vous dire la femme à sa place, c'était pour s'affirmer. Ouais. Donc, cette expression potomitan a été quand même portée aussi par les premières féministes. Hein. Oui, mais donc, les premières féministes. Mais c'est parce que c'était féminisme de cette époque. Oui. De cette comment dire, de cette acception qu'il y avait de la société. Et ce féminisme date d'au moins 50 ans. Oui, mais non, je te rectifie. Si tu dis par les premiers féministes de Guadeloupe, sont organisés plus ou moins, sont organisés ou ont une voix à partir de 1900, au début du XXe siècle. Hein. Donc, les premières, c'est celles-là, et elles ne parlent pas de femmes potomitan en aucun cas. D'accord. Au contraire. Moi, j'en suis fière. Oui. Mais ce que je veux dire, est-ce que quand cette expression potomitan est sortie, c'était pour casser la femme? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Je ne crois pas du tout. C'était au contraire pour dire que quelque part, sortir du carcan de cette vision de truc. Mais après, je veux dire, le boyage sociétal et l'évolution des mœurs ont fait que quelque part, maintenant, cette expression est revenue et personne ne la supporte. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, à la base, le potomitan, c'est quelque chose qui soutient toute la maison. Donc, c'est comme le mot séduction. Le mot séduction, on dit un homme séduit une femme. Maintenant, dans le cas encore maintenant, on va dire, il cherche à lui plaire. Mais si on prend le mot séduction dans le contexte grammaticalement parlant, c'est quelque chose de péjoratif. Donc, pas du tout. Si, c'est quelque chose de péjoratif. Oui, parce qu'avant, c'est vrai. Séduire une femme avant, c'était essayer de la tromper pour essayer d'obtenir... Voilà, mais c'est ça, mais ça reste toujours dans le mot. Pas devenir neurasthénique non plus. Parce que, je vais dire, attention aussi sur le fait que quelque part, il y a aussi une limite. Je suis désolée, on est des êtres humains. La séduction entre un homme et une femme, tant mieux. Non, mais c'est pas ce qu'il disait. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Attends, je termine. Je sais très bien. C'est justement parce qu'on a dévoyé ce lien de séduction ou les regards ou les expressions et tout ça, ça fait partie du jeu de séduction entre deux personnes. Après, ça s'est dévoyé ou effectivement, ça part sur non, ce que moi je dis, c'est que lorsqu'on prend le mot à la racine, séduction, avant qu'il ne soit attribué à l'homme et la femme dans les années qui sont venues, le mot séduction est déjà péjoratif. Pourquoi je fais allusion à ça? Parce que le potomitan, même si au moment où on a pris cette expression et qu'on voulait valoriser la femme en disant oui, c'est une femme forte, sauf que les mots ont leur poids et que tôt ou tard, le potomitan du départ qu'on voyait comme quelque chose de fort, emblématique, eh bien, il se révèle être ce qu'il est par la suite, quelque chose qui porte une charge lourde. Donc, qui fait que on prend le mot à sa racine, on en fait ce qu'on veut sociétalement parlant, parce qu'il y a l'évolution qui va avec, sauf que le mot reste le mot. Et quelques années plus tard, le mot est encore le mot. Donc, moi j'ai un problème aussi avec le mot féministe. Pour moi, ce qui dit féministe dit machiste. Non, alors je m'explique. Non. Vous voulez avoir un équivalent? Voilà, je m'explique. Moi, une femme, si elle sait ce qu'elle veut, si elle sait ce qu'elle est, elle n'a pas besoin d'être l'égale d'un homme. Un homme, s'il sait ce qu'il vaut, il n'a pas. Justement, c'est cette différence qui,
à la femme d'être ce qu'elle est et à l'homme de ce qu'il est pour pouvoir donner une forme de complémentarité. Pour moi, dès qu'on rentre dans un carcan de machisme, et je me l'applique aux hommes, revendiquer que nous sommes un homme, j'ai pas besoin de revendiquer que je suis un homme. Non. Je suis un homme et c'est pas mon sexe qui va déterminer mon homme, c'est mon comportement. Tout à fait, je suis d'accord. Et équivalent à la femme aussi. Voilà, mais les débats alors les différents points que tu abordes, enfin je me permets de te déployer, c'est vraiment plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand tu parles de féminisme, à l'origine du terme féminisme, le féminisme, on décrit quelqu'un de féministe. Au départ, quelqu'un, c'est un homme qui a un comportement féminin. Voyez comment attendez, voilà. Voyez comment les termes, comment les termes évoluent. Et ensuite, ce même terme-là, qui est normalement à l'origine, qui est péjoratif, va être utilisé par les femmes pour dénoncer. Parce qu'il y a toute une origine. Les féministes ne sont pas nés en disant « Ah, mais nous, on veut conquérir le monde, on veut le pouvoir. » Non, mais justement, devant une réalité, parce que tout ça, ça a une histoire. Les femmes commencent à se regrouper fin 19e siècle pour revendiquer des droits, parce qu'on est quand même sous une république, et les femmes n'ont pas le droit de vote. Une république machiste. Peu importe. Patriarcal, machiste. Mais il faut le dire, c'est un homme qui le dit, c'est pas peut-être. Tout à fait. C'est un homme. Oui, alors, et ça veut dire quoi? C'est que même au niveau des droits civils, les femmes n'avaient pas les mêmes droits. On est d'accord. Quand je donne la date, par exemple, où la femme va la première fois l'accession compte en banque. Voilà, gérer son compte en banque, etc. On se dit, waouh, on vient de loin. Et ça, donc, quand les gens disent, oui, je suis féministe, mais si on regarde l'histoire derrière tout ça, on comprend que ça fait partie d'une série de luttes que les femmes ont dû mener. Parce qu'elles ont compris que si elles ne menaient pas ces luttes, elles n'auront jamais. Et la question de l'égalité, c'est un objectif. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les individus ne sont pas libres d'être ou de faire ce qu'ils veulent, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que une égalité sociale. Une égalité sociale. C'est que les femmes et les hommes puissent profiter et les mêmes moyens et les mêmes possibilités, les mêmes opportunités. L'être humain sur... Mais l'être humain, en fonction des sociétés, il n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fonction des époques, il n'est pas le même. Donc, si tu es en Afghanistan, tu sais, en tant que femme, tu peux... Oui, mais c'est bien. Tu te retrouves enfermée dans un corps. Sauf qu'en Afghanistan, il y a des femmes aussi qui vont dire, mais c'est tout à fait normal que nous soyons voilés. Et c'est là, et c'est pour ça que l'origine des mots, et c'est volontairement que j'ai dit, pour moi, le machisme, le féminisme, c'est l'égalité du machisme. Attendez. Le machisme n'a pas d'histoire. Attendez. On n'a pas d'histoire, nous? Non, le machisme n'a pas d'histoire. Le machisme peut-être. Mais non, mais j'explique pourquoi. Le machisme n'a pas d'histoire. J'explique pourquoi. Et c'est pas un mouvement. Non, mais justement, alors peut-être qu'il n'a pas... qualificatif. Voilà, mais comparativement au... je veux dire le côté féministe. Le côté féministe, vous avez bien dit en amont, tu as bien dit en amont que effectivement ça a une histoire et c'était un peu pour ironiser, un peu dénoncer le comportement des hommes. Ça partait d'un homme. C'est pour ça que je dis et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre où est-ce que je veux en venir. Une femme est une femme, un homme est un homme, d'accord? Naturellement parlant, nous avons chacun nos spécificités. Oui, puisque une femme c'est une femme, un homme est un homme, mais nous sommes dans la complémentarité. Si on arrive... Excusez-moi, pas forcément. Naturellement, biologiquement, nous sommes différents. Mais ce n'est pas le biologique qui va déterminer ce que vous serez, mais c'est bien ce que j'ai dit. Oui, mais nous sommes d'accord. Le problème, c'est ça, c'est qu'on finit par construire le masculin et le féminin en pensant que c'est quelque chose de naturel. Non, toutes les sociétés ont leur construction à des périodes différentes. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'être un homme qui va déterminer ce que vous devez être. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Or, dans nos sociétés, on a tendance avec des stéréotypes, à catégoriser les femmes et les hommes en disant voilà, un homme, une femme. Mais c'est pour ça. C'est sur ça qu'on doit réfléchir dans notre société ancienne. Si vous permettez, moi je vais juste ramener le curseur sur les violences faites et contre les femmes. Parce que c'est pour ça vous avez perdu de là. Non. Le débat est très le débat, tout va très bien. Simplement, je voulais juste dire une chose, c'est que le message, et s'il y a autant de passion sur la thématique, parce que même beaucoup de choses à dire. Moi, je sens qu'on va m'abstenir là, parce que... Tu fais dans les classes de primaire, tu fais dans les classes partout, tu vois ça, même chez toi. Pourquoi ça part comme ça? C'est parce que, justement,
Ça nous touche tous. Ah oui, les tout à fait. hormones parlent. Oui. Les hormones féminines, les hormones masculines, toutes les hormones s'expriment. Mais ce qui est et c'est productif, c'est productif, éducatif. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ça notre mission, en tout cas en tant qu'adhérente du CIPA et tout, c'est de dire que nous avons un point qui est très important par rapport à notre société guadeloupéenne, c'est que justement, toutes ces violences qui sont comportementales, physiques, psychiques, économiques, sociétales, éducatives, que vivent les femmes en Guadeloupe sont alarmantes. Et comme c'est alarmant, il faudrait que nous tous puissent être mobilisés. Mais comment on change cette société-là, justement? Et que les hommes soient aussi mobilisés que les femmes. Mais les hommes... Mais pour qu'on puisse arriver à ça, il faudrait déjà que chacun se regarde. Tout à fait. D'accord? Il faut que chacun se regarde. Et le dialogue. Mais pour qu'il puisse avoir dialogue, il faut déjà avoir acceptation de soi. S'il n'y a pas acceptation de soi, il ne peut pas avoir dialogue. Rejet. Voilà. Parce que de la même manière qu'on dit qu'effectivement, parce que c'est un point c'est vrai que la femme en elle-même a toujours, et là c'est sociétalement parlant, mondialement parlant, la femme a toujours été mise à côté. Moi, il y a une expression qui me dérange. Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Moi, je dis non, à côté de tout grand homme, il y a une grande dame. Et à la limite, derrière toute grande femme aussi, il peut y avoir un grand homme. Voilà, et vice-versa. Donc c'est pour ça moi, que... tout marche dans les deux sens. Voilà, effectivement. Oui. Donc, et c'est là, c'est à ce niveau-là qu'on arrive. Si on veut éradiquer un mal qui est fait, justement, qui est plus présent chez le sexe féminin, il faut déjà que la femme aussi, il ne faut pas se voiler la femme, il faut que la femme aussi accepte un comportement qui fera que elle-même, d'accord, trouvera d'abord la force de se respecter, d'accord, en tant que père. En quoi elle se respecte? Non, Voilà, attendez, parce que beaucoup ont été élevés par rapport à des préjugés. Elles sont rentrées. Non, mais laissez-moi répondre justement. C'est de la même manière, parce que quand je dis ça, vous entendez, oui, que la femme ne se respecte pas. C'est pas ça. Je dis que l'homme doit se respecter, la femme doit se respecter, d'accord? Et c'est le comportement de chacun qui fera que. C'est comme en couple. En couple, on passe parce qu'on est marié, tu m'appartiens, je t'appartiens. Moi, je dis, il y a un adage que j'aime dire. Je suis ton homme du moment, tu es ma femme du moment. C'est quelque chose qui peut durer très longtemps, ça dépend de notre comportement. D'accord. Alors pour les solutions, justement le CIPA, par le biais de la commission féminisme, égalité femmes-hommes, a proposé donc, ce n'est pas seulement pour le 25 novembre, c'est pas un jour où on va discuter ou débattre de la question des violences. Il faudrait, nous on a prolongé cette campagne jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits de l'homme. Et puis continuer la mobilisation en ligne, puisque nous sommes limités à cela, et sensibiliser les hommes et les femmes de Guadeloupe. Est-ce que la simple sensibilisation pourra porter ses fruits, ou il faut peut-être un choc de génération, un choc sociétal? Alors, quand je dis sensibilisation, je parle aussi de mobilisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on a deux questions qui sont pour nous fondamentales. Et qui ont été posées par le biais de cette mobilisation, de cette campagne. Pourquoi, on demande aux gens, donc pourquoi la lutte contre les violences faites aux femmes nous concerne tous et toutes. Et la deuxième question, c'est comment, depuis notre perspective, comment on peut apporter sa pierre à l'édifice et combattre ces violences. Donc là, c'est important de savoir quelle est la réflexion qui est produite par les citoyens. On veut partir sur la déconstruction. Oui, tout le monde tout à fait. Je ne vois pas comment on pourrait avancer si on ne déconstruit pas. Mais là, c'est obligatoire. Il faut à un moment donné, déconstruction, éducation. Ta position dans cette société, quelle que soit où tu es géolocalisé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sur les branches sociétales de notre Guadeloupe, que tu puisses à un moment donné, prendre ton cerveau, le mettre à côté et puis lire dans l'intérieur et se dire voilà. C'est comme sur les engagements. C'est comme sur les engagements, quels qu'ils soient. Je veux dire, les violences faites aux femmes ou les violences contre les femmes, c'est aussi un engagement et c'est aussi un combat, mais que tout le monde devrait porter. Et surtout les femmes. Tout le monde, mais non pas. Quand je dis surtout les femmes, hommes, mais tout le monde.
Tout le monde. Et moi, C'est je que vais ça te va dire une chose. dépendre de Moi, je vais te vous, dire Oui, une chose. c'est Non, vrai. non, non, Je trouve Mais je pense que pas particulièrement forcément, bien. parce que les hommes, Voilà. les hommes qui ne sont pas violents et on en a dans nos Bien sûr, sociétés. bien sûr. Ben oui. Et ceux-là, ils prennent position. Ils prennent position. Non, mais Et Ils défendent. prennent de toute position façon, pour dire que non, nous il y a deux ne catégories de voulons plus personnes. que ces personnes, ces individus violents représentent Il y a l'homme deux guadeloupéen. catégories de personnes. Oui. Il y a les personnes violentes et les non-violentes. Faut pas chercher. Il y a celles qui vont s'exprimer avec leur point à chaque occasion, et celles qui vont peut-être le faire, mais de façon très très rare. Et là, on peut pas dire que ce sont des violents de Mais base. il y a un point. Mais à un ne pas point. oublier. Pourquoi? Attends, Patricia. Soigner. Attends, 2 secondes. C'est parce que moi, je reviens sur un des points qu'on a souligné tout à l'heure. On parlait justement de la nudité de la femme, le fait qu'on instrumentalise la femme et que pour tout vendre, en fait, on puisse mettre une femme, on va dire, partiellement nue pour vendre un produit. Mais on aura beau dire, bon, les hommes ont façonné peut-être cette image-là, mais qui perpétue ça? Mais Et c'est là où je dis c'est que le système. il faudra que les femmes... Tout le système aussi. Oui, mais le système, c'est aux femmes de refuser de servir. Marchandisation, oui, c'est vrai. C'est aux femmes de refuser maintenant et de c'est dire, vrai. même pour de l'argent, mon corps ne vaut pas ça. Mesdames, Ça va. C'est comme celle qui accepte de passer une soirée avec quelqu'un pour obtenir une faveur quelconque. Voilà, C'est voilà. tout le principe. Il faudra travailler à ce Mais je niveau. voulais dire une chose sur... parce qu'il faut parler aussi du soin. Il faut parler aussi de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes qui commettent des violences. Je suis d'accord. Est-ce qu'on cherche les raisons? Mais oui, mais bien sûr. Je veux dire, D'accord. avant d'arriver au principe où on va se retrouver dans une situation pénale et une lourde sanction, voire l'emprisonnement, on sait quand on a des accès de violence, c'est pour des raisons. Ça peut être pour une addiction d'alcool, de drogue, de n'importe quoi, ou une faiblesse, ou une souffrance. Et certaines fois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de... Enfin, c'est pas qu'elles ne se rendent pas compte, elles savent qu'elles sont malades, elles savent qu'elles ont besoin de frapper, elles ont besoin de la violence pour combler quelque chose ou pour exprimer quelque chose. Mais elles n'arrivent pas à faire le pas d'aller voir un médecin ou un psychiatre ou quoi que ce Chercher soit de l'aide, quoi. pour chercher de l'aide, parce que c'est quand même dur de dire, moi la semaine dernière j'ai frappé ma femme, je lui ai cassé un bras. Tout à fait. Et puis les structures. Et les structures, et il existe des structures, oui, bien sûr. Ils en Il y a, existent, mais il y a Hélène Micherel qui a quelque chose Oui, qui c'est vrai s'appelle qu'elle la fait de gros soulagerie, travaux. qu'on a déjà Oui, vu. oui. Il y a d'autres structures qui existent. Il y a des centres médico-psychologiques. Il y a pas forcément... C'est pas facile. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce ne sera jamais facile pour quelqu'un qui est sujet de violence, d'accès de violence, de pouvoir faire la démarche pour se soigner. Il faut contraindre peut-être ces personnes. Il faut les contraindre Il peut-être. faut les Je ne sais contraindre, pas oui. si Ben, si, de toute contraindre manière, va s'il y a... aider au processus. S'il y a Oui, une peut-être que ça procédure devrait pénale, venir- s'il y a une procédure pénale, ils sont contraints. Ils sont contraints, Mais mais ça avant devrait venir d'arriver d'eux, là, je pense. Oui, tout à fait. Pour être efficace. Avant d'arriver là, il y a des parents qui savent. Il y a des parents qui savent. Il y a des parents qui ont déjà vu qu'ils ont dans leur famille un jeune ou un jeune qui est plus voilà, et qui a déjà frappé beaucoup plus fort le petit frère ou la petite sœur, qui a déjà eu des accès de violence. Ou la violence dont on ne parle pas beaucoup, c'est les injures. Ça commence comme ça. Où on est jury, violence et verbale. beaucoup de jeunes, la violence verbale, où beaucoup de jeunes, ou au sein d'une famille, répondent par les injures, c'est un... Voilà. Et ça, quand tu vois ça dans ta famille ou quoi que ce soit, tu n'as pas à avoir honte. Tu as, dès le départ, à temporiser, régler le problème. Et il y a des professionnels de soins, ça va jusqu'au psychiatre. Mais vaut mieux faire suivre ton jeune ou ta jeune aussi, hein, que tu vois, tu sens, tu détectes qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en termes comportementaux, et au lieu que dans 10 ans après, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. Après, les suivis psy, Voilà. le Et gros puis on problème avec ça, change, hein. c'est qu'il faut des moyens. On Ça fait change. pas de Il faut suivi dire psy que comme ça. quelqu'un Oui, qui mais a il y a eu quand des même des excès de structures violence ne finit pas sa vie là. Ce sont des gens après qui... Enfin, il y a des personnes qui ont été très violentes à une période de leur vie parce qu'il y avait une souffrance, quelque chose. Et quand ces personnes ont été soignées, ben, ces personnes-là n'ont plus jamais commis d'acte. Donc il faut aussi penser que la violence n'est pas une fin. On s'en sort, comme on se sort dans toute forme d'addiction. Et c'est vrai que aussi la violence peut être une addiction. Lewis. Non, mais c'est très intéressant. Donc, ça revient encore à ce que je disais. Ça revient à la prise en éveil de soi-même. Mais ça, sociétalement parlant, c'est quelque chose qui est déjà tellement... Alors,
Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, je dis que les stigmates sont tellement profonds. L'éducation a été basée sur ça. C'est-à-dire que là, en parlant comme ça, on ne s'attaque pas uniquement qu'aux violences faites aux femmes, on va s'attaquer au système en lui-même, qui est un système violent. Il faut le dire. Il n'y a aucun enfant qui naît au monde, homme, petit garçon ou petite fille, qui naît violent. Justement, c'est le sourire aux lèvres, voilà. Donc l'homme avec un grand H devient violent. Pourquoi il devient violent? Parce qu'effectivement, il naît déjà dans un système qu'il est. L'éducation ou bien son vécu familial, sentimental fera que. Donc c'est complet. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la violence physique. La violence physique, c'est que celui qui le fait, il a déjà perdu. C'est parce qu'il est fait, il a déjà perdu. Mais il y a celle qu'on appelle aussi la violence silencieuse. Il y a la violence silencieuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous voyez là comme ça, soudainement, qui du jour au lendemain fait qu'éclater, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez? Donc ce problème-là, c'est quelque chose de tellement profond et malheureusement, pourquoi justement cette violence sociétale s'abat sur la gente féminine? C'est parce que justement dans la construction de ce système, la femme a toujours été mise à côté. Et tant que la femme en elle-même, cette représentativité de la femme en elle-même, c'est-à-dire que la femme ne va pas prendre la valeur de ce qu'elle est, ne va pas redresser sa couronne sous sa tête. Tant qu'on ne va pas dire à nos petites filles, tu es belle, tu es forte, tu es intelligent. Tant qu'on ne va pas dire à nos petits garçons, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de porter du rose. Ça, c'est pas ce qui va déterminer que tu es et c'est là que Donc on s'attaque à tous les stéréotypes, on les détruit. Mais on sera obligé de faire ça parce que de même, vous savez ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire que maintenant là on regarde que les tendances sont en train de s'effacer aussi. Il y a des gangs de garçons, mais il y a des gangs de filles maintenant. Oui, c'est vrai que les voyez ce que je veux vous dire? Oui, dans les contextes, dans le contexte urbain. Voilà. Et tout ça, ça sort de mal-être. Mais malheureusement, ces violences, la société a mis la femme de côté, religieusement, familialement, sentimentalement parlant. Et c'est là que le problème. Donc on doit se retrouver. Mais là, on doit se retrouver. Parce que le propre de ça, de l'humanité, c'est l'homme, la femme. Après ça, l'amour multiple, il existe. On n'est pas dessus. C'est-à-dire qu'il faut que la femme s'asseye sur son trône. Rester à sa place. Beaucoup de personnes pensent que rester à sa place, c'est on te met de côté. Non, rester à sa place, c'est protéger son trône. Moi, si demain matin, j'élève mon enfant, je ne serai pas papa, maman. Je serai papa. Si demain matin, une maman élève son enfant tout seul, il ne faut pas qu'elle soit maman, papa. Il faut qu'elle soit maman. Mais pour qu'on puisse rester dans nos carcans, connaître la valeur de ce qu'on vaut, il faut qu'on reste à notre place. Et pour qu'on puisse commencer à construire quelque chose de concret. Mesdames, il n'y a aucune femme qui est laide. Il n'y a aucun homme qui est laide. Alors, je voulais juste dire... Et la fin, parce qu'on a déjà dépassé l'horaire pour la conclusion. Pour dire que toutes les personnes qui souhaitent nous contacter et contacter Clara Palmiste dans le cadre de cette campagne de communication, d'accord, qui va durer jusqu'au 10 décembre, peut donc nous écrire. Nous avons donc le CIPA un site qui est contact@cipa.gp, et puis il y a le site CIPA, et puis de toute manière Facebook du CIPA, et tous les réseaux sociaux Facebook CIPA, ils peuvent nous contacter, et puis ensuite on peut échanger, et voilà. L'objectif en fait, c'est vraiment de faire de cette période-là quelque chose de constructif sur cette problématique. Et moi je propose un choc. Moi, sincèrement, je propose un choc parce qu'on va prendre beaucoup de temps à discuter, à rééquilibrer tout ça. Bon, Zébris a raison. De toute façon, il faudra que chacun retrouve sa place et que les femmes ne soient pas dans une position je veux tout ce que les hommes ont et que les hommes. Enfin bref, on va pas s'en sortir comme ça. La complémentarité, je trouve ça toujours mieux. Mais je pense, et je le redis encore une fois, je pense qu'il est l'heure que les femmes prennent le lead. Parce que c'est vrai que pour contrebalancer, on a toujours eu le pouvoir à travers les siècles. Et je pense que ce serait bien de tester, de mettre que des femmes en responsabilité à la limite. Et on regarde comment les choses se passent, si vous gérez mieux que nous. Mais quand on regarde la gestion de crise Covid, il y a eu un petit tableau qui est sorti. Ah oui, les femmes ont géré mieux. C'est flagrant. C'est flagrant. Les femmes qui étaient au pouvoir ont beaucoup mieux géré les crises que les hommes. Donc, et c'est seulement la partie visible. C'est la partie visible. Non, mais nous, on sait parfaitement
parfaitement. Et on a encore problème avec ça. Nous, on n'a aucun problème. On a aucun Moi, on problème. n'a aucun problème Alors, avec vous ça. deux sur le plateau, mais je dirais pas Non, autant mais- peut-être non, de... Mais ce sont des hommes effrayés. Non, mais nous sommes Ce sont des hommes de peur. À la seule différence que ces hommes effrayés, quand ils sont au pouvoir et qu'ils sont au pouvoir de décision, Ils font n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est n'importe quoi. Non, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas n'importe Oui, quoi. parce qu'ils sont faibles. Et ils sont aidés d'autres personnes qui, même quand elles voient que c'est très grave ce qu'ils font, les aident parce qu'il y a autre chose à récupérer ailleurs. Voilà, il y a un C'est comme intérêt. ça qu'on plombe. Il y a un intérêt. C'est comme ça qu'on plombe. Il y a une séduction. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut que ces violences s'arrêtent. Faut qu'elle cesse. Quel que soit le positionnement que vous ayez dans cette société. C'est sûr, parce qu'on ne va pas vous donner le pouvoir pour que vous fassiez pire que nous. Ce ne serait pas bien vu. On sait jamais, hein. Non, mais la conclusion n'est pas par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il faut que les violences cessent. Et ça, c'est pour nous, ça doit être un engagement de tous les citoyens, hommes, femmes de Mais il Guadeloupe. va falloir des chocs. Voilà. Si on attend, il faudra des chocs. il faut des chocs. Il faut des Si on chocs. attend, on va attendre 150 ans. Mais quand on Ou dit 200. il faut que ces violences cessent, on ne parle pas d'attente, hein. Là, si on se Oui, mais il mobilise, faut c'est la prise de vraiment... conscience dont on a parlé. Il faut Oui, la prise de conscience. qui est- Et c'est pour ça que je vous dis, Voilà. un choc, mettre les femmes en responsabilité, là c'est vous qui décidez. Là il n'y aura plus de freins, de limites ou de quoi que ce soit. Si vous êtes en position justement, par exemple, Christiane Taubira, présidente de la République en 2022. Voilà. On le souhaite, ça, c'est- on le demande, ça risque d'arriver. Mais on D'accord. verra justement de quoi les femmes sont capables quand elles ne sont pas bridées. Moi je vous parle de vous mettre en Voilà, poste, vous de ne plus vous brider. donnez votre trône et vous Ouais. dire Gérez. comment vous Mais- Vous gérez. Vous gérez, il y a pourquoi pas. On sait très bien que l'histoire, la question du pouvoir, celui qui a le pouvoir ne le laisse pas. Pour moi, c'est Le pouvoir ne se illusoire donne pas, il ah se oui, prend. et Vous voilà. n'avez On pas est regardé d'accord. ce qui se passe Les aux femmes vont États-Unis. prendre, C'est vont pas prendre ce pouvoir. Mais Kamala risque d'être présidente. On le demande aussi. Bah, On le demande On nous aussi. commence par Guadeloupe. Qui monde qui a mené la Guadeloupe là? Ah ben si là, c'est pas peut envoyer une femme. Si là, c'est pas peut envoyer une femme pour les régionales, ça nous changerait parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'hommes finalement que de femmes qui se présentent aussi en politique. Moi, je suis pour le changement radical. Je suis vraiment pour. On est dans un changement d'air. Eh ben, allons peut-être opter pour un changement radical. Et les femmes au pouvoir, je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Non, je pense que justement avoir cet œil féminin en plus de la complémentarité de ce qui a déjà été fait, justement, ben ça serait super. Ce serait pas mal. Et Ça serait pas mal. mettez-nous à la maison, on reste au foyer, on s'occupe des Non, enfants. justement, je veux pas être à la maison. Je veux pas être à la maison parce que sinon on inverse l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'on soit en harmonie. Harmonie. Mais c'est pour dire que par contre, Voilà. il y a un dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'on a des nouveaux papas. Ah oui, tout à fait. Il y a les nouveaux papas Bien sûr. et les nouveaux papas sont très impliqués. Et limite, moi je vous le dis, on se sent mis à l'écart parce qu'on nous voit comme des données variables. Les mamans C'est ça nous qui est voient comme bien. des données variables. Ils sont dans le processus de la déconstruction. Voilà, nous, notre génération, très nous, bien. on est C'est dedans. clair. Nous, on a les petits garçons à papa. À ce niveau-là, ça, s'il fallait dans les années 80, on mettait la chambre de garçon, le décès c'était en désordre, la chambre du fils c'était bien rangé. Maintenant, nous sommes dans l'homme a sa maison bien propre, la femme a sa maison bien propre. Maintenant, là, on regarde comment on construit quelque chose de Ensemble. ensemble. Bien Pour la propre, comme tu Guadeloupe. dis. Merci Bye bye. beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour ce magnifique débat. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le Focus revient demain à 18h30. Des bisous et prenez soin de vos proches.